Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle d'archéologie. Alexandre Naud, tu es archéologue et un de tes intérêts en archéologie, c'est l'intégration de la technologie. À quoi ça sert exactement dans le métier? C'est sûr qu'il faut comprendre que l'archéologie emprunte beaucoup de technologies de d'autres disciplines pour améliorer ses capacités à trouver des réponses à nos questions. Donc, par exemple, on va s'inspirer beaucoup de ce qui se fait en géologie, en géomorphologie, même en informatique de plus en plus. Donc, on va emprunter tant des technologies du LIDAR, par exemple. Qu'est-ce que c'est, LIDAR? Le LIDAR, c'est une technologie qui permet de scanner des territoires, si on parle d'un LIDAR aéroporté, pour avoir les courbes de niveau et savoir un petit peu le sol est à quelle distance de l'appareil qui a fait le LIDAR. Donc, par exemple, on a fait une fouille à l'automne dernier à Saint-Casimir et on a utilisé la technologie LIDAR pour essayer de repérer des possibles structures au sol. Donc, il suffit, par exemple, d'avoir seulement quelques centimètres, décimètres, des fois de dénivelé, pour être capable de repérer des structures qui sont dans le sol. Donc enfouies dans le sol. Enfouies dans le sol. Parce qu'on a une petite bosse qui exactement, apparente. Qui laisse un relief différent sur le territoire qui ne serait pas nécessairement visible à l'œil nu ou en marche, mais qui va être beaucoup plus facile d'interpréter à l'aide des technologies LIDAR, justement, avec le GIS, l'interprétation des cartes et tout. Donc, c'est une des possibilités qu'il pourrait avoir. On pourrait aussi faire du scanner laser, ça s'appelle le Ground Penetrating Radar. Donc, c'est pour un signal, dans le fond, radio qu'on envoie dans le sol qui rebondit sur les objets à densité différente, qui vont nous permettre de cibler des structures. C'est quelque chose qui ne se fait pas encore beaucoup, mais qui est de plus en plus présent. Ensuite, le scan par drone, donc le vol, la photogrammétrie par drone, qui nous permet de photographier des sites plus facilement, qui nous permet de faire aussi de la modélisation 3D. Donc, parce que l'archéologie, c'est oui de fouiller, de trouver des choses dans le sol, dans la terre, mais aussi de pouvoir les mettre en valeur éventuellement. Comme tu dis, la modélisation permet de montrer ce qu'on trouve, entre autres, au public, j'imagine? Exactement. Puis ce qui est compliqué avec l'archéologie, c'est souvent que ce qu'on trouve, c'est très, très minime. Donc, c'est difficile des fois de passer le message sur l'importance d'un site. Donc, ces technologies-là amènent un petit côté plus intéressant pour le grand public, qui vont nous permettre justement de modéliser peut-être le paysage de quoi il y avait l'air, les bâtiments de quoi il y avait l'air, pour justement aider les gens à comprendre un peu mieux le site où on va fouiller. Donc, les technologies vont nous servir, comme tu le disais, comme outil de médiation. Comme outil de médiation et de rayonnement aussi, pour faire rayonner la culture d'une région. Puis c'est souvent des technologies qui vont être de plus en plus accessibles, qui vont permettre à des plus petites communautés ou des plus petits villages de se permettre ce genre de modélisation-là qui est très simple, qui peut être après ça déposé sur un site web et qui va faire la promotion d'un patrimoine archéologique pour un territoire. Comme par exemple à Saint-Casimir, on s'entend, c'est une petite communauté où là, il y a eu des fouilles et on peut utiliser cette technologie-là pour que ce soit plus rapide de trouver des objets aussi, j'imagine, de les situer plus rapidement sur le terrain. C'est ce que vous avez fait cet automne? Exactement. Ça n'a pas été ultra concluant étant donné la résolution du relevé LIDAR qu'on avait. Toutefois, on a quand même été capable de cibler certains secteurs à potentiel. Il faut comprendre qu'on marche aussi en archéologie avec certains principes de base qui nous disent, par exemple, si le terrain a un trop grand dénivelé, il y a peu de chances qu'il y ait une habitation humaine qui se soit développée là. Donc, on y va aussi avec des statistiques pour essayer de se repérer. Donc, une fois qu'on a une idée du territoire où on va travailler, après ça, on prend des méthodes terrain très, très classiques. Est-ce qu'il y a des secteurs qui, toi, tu as un rêve de dire « Ah, j'aimerais vraiment aller fouiller sur ce site-là » ou essayer de découvrir des traces de tel ou tel secteur? Bien, c'est sûr que le territoire de Portneuf est un territoire immense, donc il y a du potentiel assez incroyable. Toute la vallée du Saint-Laurent, de base, est un des premiers territoires qui a été colonisé au Québec, donc avec l'arrivée des Européens. Bien avant ça, a été colonisé par les Amérindiens. On a des rivières incroyables, des lacs incroyables dans Portneuf, donc c'est tous des territoires avec du potentiel immense, mais c'est très difficile de cibler
rapidement et efficacement ces territoires-là tant qu'il n'y a pas une étude de potentiel de fait sur le territoire. Étude de potentiel, c'est vraiment des archéologues qui vont se pencher sur les cartes du territoire, qui vont même aller faire des fois des visites sur terrain pour cibler des secteurs qui pourraient représenter un potentiel archéologique tant pour l'habitation, j'aime pas dire le mot historique, donc après colonisation européenne et avant colonisation européenne. Donc, une fois que cette carte-là est faite, on est capable justement de mettre des zones de potentiel. Et là, ça nécessiterait, en cas de travaux, des interventions archéologiques. Oui, c'est assez collé avec Oui. un chantier, ce qui n'est pas le cas de celui de Saint-Casimir par ailleurs. Non, Ça, exactement. c'est assez intéressant. On avait une volonté de trouver quelque chose ou de documenter en fait l'histoire du village. Et ça, c'est vraiment souhaitable. On te souhaite plusieurs autres fouilles dans Port-Neuf et on souhaite vraiment qu'on développe le patrimoine archéologique dans la région. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de potentiel. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Saviez-vous qu'à l'embouchure de la Jacques-Cartier, à la frontière entre Cap-Santé et Donnacona, se trouve le manoir d'un homme d'affaires autrefois très important, George Alsop. Après la conquête, il est l'un des premiers commerçants britanniques à prendre conscience des possibilités commerciales du Canada. Il s'intéresse à la vente de blé, de fourrure, de bois, exploite les ressources naturelles du Saint-Laurent et j'en passe. Proche des pouvoirs politiques de Londres et très en vue dans le milieu des affaires, Alsop emmène large dans la colonie. À la fin du 18e siècle, il s'adonne presque exclusivement à la transformation de blé. De sa seigneurie de Jacques-Cartier, il met en marché et expédie de la farine et des biscuits. En 1788, l'entreprise meunière d'Alsop est capable de fournir 65 000 minots, soit 22 % de la production annuelle de la colonie, et elle se classe première dans la province. En 1790, sa fortune se place au 8e rang des seigneurs les plus riches. À sa mort, la famille Alsop occupe le manoir pendant près de 150 ans. Ce site, qui abrite également les vestiges du fort Jacques-Cartier, a un potentiel de mise en valeur majeur pour Port-Neuf, un lieu méconnu chargé d'histoire. Hélène Dupont-Hébert, on se parle aujourd'hui entre les murs d'une ancienne fondation de la Chapelle du Pérou, un lieu assez mystique de Saint-Casimir. Exact. On est dans la forêt, quelque part entre Saint-Casimir et Saint-Ubalde. Et ici, c'est un lieu très important pour l'histoire orale, surtout de la région. Tu es ethnologue, étudiante en ethnologie plutôt, et tu travailles sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous parler de son histoire? Oui, bien en fait, d'abord, ça vient d'une histoire qui est personnelle à la famille parce qu'on a de la famille au Pérou. Donc, à force de l'entendre dans la tradition orale, qui ont des bâtiments, des habitudes de venir et de retourner à Saint-Casimir, qui est un... Bien, on s'est dit, OK, le Pérou, c'est distinct de Saint-Casimir. Comment ça devient aujourd'hui un lieu qui est encore occupé, mais qui n'existe pas, en fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de traces du Pérou, autant dans les archives que dans tous les documents qu'on peut trouver dans la région de Port-Neuf. On voit des petites informations par bride, mais on a très peu d'informations. Donc, on s'est dit, OK, c'est quoi le Pérou? Donc, on est allé un peu à la recherche du Pérou. On s'est monté une petite équipe. On a fait des entrevues avec des gens de Saint-Casimir. Et puis de là, on a appris qu'il y avait une chapelle. Et là, OK, fait que c'est vraiment un noyau qui devait se développer, mais qui n'a pas finalement abouti complètement. Là, on est parti à la recherche de la chapelle et on a pu faire les liens avec les informations qu'on avait eues des gens qui nous avaient dit, ben moi, j'avais l'habitude d'aller au foin, ici, je faisais les petits fruits. Nous, on a une cabane à sucre, on est au petit, au Grand Pérou. Il y a toutes sortes de trucs dans l'histoire qui est racontée entre les gens. Puis on s'est dit, OK, là, on a vraiment le point central du Pérou. Il a vraiment existé. On va être capable de faire corréler ça avec les archives, puis les cartes et tout, puis éventuellement vraiment peut-être laisser une trace de l'existence du Pérou. Du moment où ça a été fondé, donc ça a été fondé par un curé. Dans quelle année ce curé-là est débarqué? Comment ça s'est passé là, de dire on quitte Saint-Casimir et on vient créer un nouveau village? Oui, bien en fait, c'est un processus qui se veut presque parallèle à la création de Saint-Casimir, parce que le curé Léon Gill aurait acquis la terre de M. Rousseau en 1858 dans le but de fonder une nouvelle municipalité. De là, il y avait déjà des habitations parce que les archives mentionnent qu'il y avait déjà sa maison ici qui habitait et il a fait construire la chapelle, supposément, ensuite. Donc, de là, on a su qu'il y avait déjà des gens qui habitaient le Pérou et que lui a acquis cette terre-là dans le but d'en faire justement un hameau
qui aurait sa propre existence, distincte de celle de Saint-Casimir, Saint-Tubal, des Grondines. Oui, de nouveaux villages complètement. Complètement nouveau village. Et là, la période d'occupation ici des nouveaux colons, finalement, ça s'étire entre quelle année et quelle année ici? On sait, 1858, là, il y avait déjà des habitations. Ensuite, on sait qu'en 1880, circa, M. Gill est tombé malade. Donc, le lieu a été complètement abandonné au profit de Saint-Casimir. Et les derniers offices auraient eu lieu autour de 1880. Donc, c'est une occupation qui est quand même très courte. On parle d'une trentaine d'années maximum. Là. OK. Oui. Puis ici, vous avez justement fait des fouilles récemment Oui. autour des murets de la chapelle. On va aller voir avec ta sœur qui est archéologue. Ce que vous avez trouvé? Tout à fait. Céline Dupont-Hébert, tu es archéologue et vous avez fait des fouilles avec une petite équipe cet été pour essayer de trouver justement des objets qui avaient appartenu aux colons du Pérou et aux curés également. Là, on a des choses devant nous. Est-ce que tu peux nous tracer un petit peu ce que vous avez trouvé? On a des éléments pas nombreux pour nous indiquer un peu la vie des habitants ici. On les a tous découverts dans l'annexe qui était probablement la cuisine. Dans l'annexe de la chapelle. Dans l'annexe de la chapelle où logeait l'abbé ou le prêtre. Donc, on a trouvé une marmite ou un couvercle de marmite, précisément. Ensuite de ça, qui servait à la table. Donc, un bol en terre cuite fine ou en céramique là, commune, dans le fond, à cette période-là. Puis, quelques ossements d'animaux qui sont, en fait, on a un gigot d'agneau. Ah oui, c'est ça. Puis, un morceau de poulet, en fait. Puis, on a trouvé aussi un petit fragment de grès qui appartient à un encrier. Donc, on peut comprendre que la personne qui habitait ici était lettrée. Puis, ça donnait à l'écriture. Ce qui devait peut-être pas être commun nécessairement à l'époque. À l'époque. Puis, on s'imagine, donc, les fouilles se sont vraiment situées autour des murs de la chapelle, autour de la vie du curé, finalement. Oui. Mais il y avait aussi des habitations où on ne sait pas trop où ils se trouvaient autour. Est-ce qu'il y a des projets ou il y a des choses que vous pourriez trouver aussi sur le site par rapport aux colons qui étaient ici? Oui, on a utilisé une autre approche que la fouille aussi, c'était les sondages à l'intérieur. Donc, faire des petites carottes de sol dans des axes prédéfinis pour essayer de trouver s'il y avait des traces d'une présence humaine. Okay. On en a quelques-unes, par contre, pas substantielles. Donc, on est resté quand même dans un rayon à proximité. Les habitations devaient être un petit peu plus éloignées. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a au moins une dizaine autour de la chapelle. Là, dans quel axe? Dans quelle orientation? Ça, c'est la tradition orale qui va peut-être nous aider à cibler ces éléments-là. Céline, souvent, l'archéologie, on s'imagine qu'on est en Nouvelle-France ou qu'on est dans les pyramides d'Égypte, donc on est dans quelque chose de très, très ancien. Vous faites de l'archéologie relativement contemporaine. Comment on peut expliquer, en fait, c'est quoi votre période de recherche d'archéologie? Est-ce que ça peut être très, très récent, comme dans les années 50 ou... Oui, en fait, tout ce qui est considéré comme abandonné. OK. Depuis les années, avant les années 50, c'est comme une date... Les années 50, ça se trouve être une date... théorique, OK. Pour nous dire que ce qui est abandonné avant ça est quand même considéré archéologique. OK. Donc, on pourrait remonter aussi récent que 1950, mais en même temps, cette date-là doit être dynamique et bouger puisque le temps se poursuit. Donc, éventuellement, peut-être dans 20 ans, on va se dire que c'est les années 70, etc. Oui, effectivement. Même si ça a l'air très près de nous, c'est une période importante du Québec, la colonisation des terres les plus éloignées. Donc, c'est aussi une période de grand mouvement de population au Québec, puis de défrichement, d'industrialisation, puis tous ces petits hameaux-là qui ont tenté d'émerger, puis qui ont été abandonnés, soit pour des conditions économiques ou d'autres conditions, d'autres pressions sociales. Mais ils sont quelque part au Québec, puis il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore trouvés. Oui, puis c'est peu étudié, effectivement. Exactement, parce que c'est récent. C'est ça, exactement. C'est l'histoire récente, mais quand même hyper importante pour l'histoire du Québec. Oui. Merci beaucoup, Céline.